Bienvenue, chers auditeurs du podcast Inspire. Gilles Deliès, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité, Julien Musi, un être que je trouve profondément inspirant, qui m'a profondément aussi aidé à structurer mon activité, mon inspiration, et que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui parce que je suis sûr qu'il a des clés pour vous tous qui nous écoutez, qui avez envie de développer des choses, qui avez à cœur de déployer votre vocation, vos talents. Et il a des pépites entre les mains qui va contribuer à vous partager aujourd'hui. Bienvenue Julien. Merci Gilles. Avec grand plaisir, c'est un bonheur de te recevoir. Merci à toi. Alors, beaucoup de personnes te connaissent. Tu es devenu incontournable ces dernières années. On te voit beaucoup. Il y a énormément de contenu. Tu fais beaucoup de choses. Euh, Peut-être quelques personnes qui, je sais pas, ont vécu en autarcie, te connaissent pas encore. Euh, Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous parler de toi et puis peut-être aussi de ton parcours? Yes. Disons que à la base, je n'étais pas parti pour faire du coaching. Moi, ma vie, c'est à la base le sport de haut niveau. J'ai été sportif de haut niveau de l'âge de 9-10 ans à 16 ans. Je suis parti en internat très tôt. J'ai pas été à l'école de la sixième à la première. Donc toute ma vie était autour du tennis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 16 ans, je me suis blessé. Et ça a été comme ouais, une crise identitaire de qui je suis maintenant si je suis plus un tennisman. Plus rien n'avait de sens. Je comprenais pas le sens de juste aller à l'école et je suis tombé dans une forme de dépression. J'ai commencé à être obsédé par mon corps. J'ai perdu 20 kilos en l'espace de 6 mois. Donc c'est vraiment une période difficile pendant l'espace de 6-7 ans dans lequel j'ai essayé de trouver des clés. Hem, j'ai essayé de trouver des clés pour moi-même, pour essayer d'aller mieux, pour essayer d'être plus heureux, pour essayer de sortir de mes addictions. Vraiment, enfin, j'essayais juste de sortir de la souffrance, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, à l'âge de 23 ans, j'ai lu un livre qui a profondément changé ma vie, qui s'appelle «Devenez ce que vous êtes» de Nicolas Proupin. Et dans ce livre-là, il disait que toute structure qui suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la raison d'être de toutes mes addictions. Qui était de me remettre dans mon chemin à moi et pas celui que la société avait tracé pour moi. Parce que j'étais bon en maths, j'avais des facilités en maths, donc la société et ta famille veut que tu sois ingénieur ou que tu travailles dans la finance, que j'avais gentiment suivi comme un mouton. Sauf que j'étais un mouton malheureux en fait. Donc à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et j'ai compris à ce moment-là aussi que on pouvait tout apprendre, on pouvait tout changer, et qu'on pouvait devenir absolument ce qu'on pouvait devenir, ce qu'on voulait devenir. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le business en ligne, j'ai découvert le coaching, et puis j'ai créé ma première entreprise, puis ma seconde, et j'ai eu la chance d'avoir du succès sur ces différentes entreprises. Et on va dire que 7 ans plus tard, j'ai créé différents business, et aujourd'hui, mon métier, j'ai créé différents business. Je me suis formé à des tas d'approches pour aider les gens à aller mieux, à la base pour résoudre mes propres problèmes, puis aider les autres à faire de même. Et aujourd'hui, ma vie professionnelle, en tout cas, se décompose en deux parties. Une partie qui va être plus du life coaching et créer des produits autour de problématiques plus life, couple, santé, dépression, addiction, santé mentale, toutes ces choses-là. Et une partie encore consulting business où on a des programmes d'accompagnement business. Et moi, je fais aussi du one-on-one sur du coaching business, et j'accompagne aussi, je mentor aussi des sociétés plus avancées. Voilà. Ouais, c'est très riche, c'est très large et à la fois ce que j'entends dans ce que tu nous partages, bah, déjà quelque chose qui est finalement pas si commun, c'est ton propre cheminement intérieur, qui t'a amené à, rencontrer, déconstruire aussi. Avant de construire, on pense souvent à avancer, à construire, à croître, mais Ouais. finalement il y a cette idée de déconstruction des conditionnements, des facettes et cetera, de tout ce qui n'est pas nous. Je me souviens moi d'une phrase que tu avais, notée qui m'avait, inspiré. Tu disais, bah, finalement en substance, hein, j'espère pas trahir ton message, c'était que finalement tout ce dont on essaie de se départir, contre lequel on lutte ou qu'on fuit, et finalement ce qu'on est appelé à, ou plutôt ce qui nous permet de devenir ce qu'on est finalement et de revenir à soi, et Mmh. qu'on doit prendre plutôt comme un,
un enseignant plutôt que comme Ouais. quelque chose, comme un ennemi. Et ça me paraît très juste par rapport à ce que tu me partages. Et donc, tu nous parlais de ce passé, de sportif professionnel, mais ensuite de cet aspect des addictions, je me déploie, je cherche. Finalement, c'est vrai que tu as l'air d'être un chercheur. En tout cas, moi, c'est comme ça que Mmh. je parlerai aussi de toi, ou en tout cas que je te ressens, c'est cette capacité à investiguer et à investir plein de voies différentes et à la fois avec une forme d'expertise, d'excellence, comme si tu allais de manière presque chirurgicale cibler des choses très précises pour ensuite les retransmettre. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle par rapport à ça? Ouais, carrément. Après, je pense que toutes ces quêtes et ouais, toutes ces quêtes que j'ai, entrepris partent, de problèmes personnels, tu vois? De problèmes personnels tout simplement et de problèmes que j'avais envie de résoudre pour moi et ce que j'ai pu, aussi observer dans ma quête, c'est que malheureusement, selon moi, la majorité des solutions qui sont «mainstream» entre guillemets, sont pas satisfaisantes et résolvent des problèmes qu'en surface et je pense que c'est pour ça on peut avoir l'impression de, que je suis un chercheur, mais c'est juste parce que je veux vraiment une solution à mon problème. Je veux vraiment une solution à mon problème, je veux une solution qui soit durable et qui soit pas un déplacement de mon problème ailleurs. Et ça demande, je pense, une compréhension assez fine de la psychologie. Autant, hem, si tu si tu te fous de déplacer ton problème ailleurs, bah, tu dis juste aux gens de passer à l'action et let's go et écoute des vidéos de motivation et ça va passer. Hem, mais quand tu t'attelles effectivement à la compréhension de la psychologie, tu te rends compte que, comme tu le disais, on n'est pas des problèmes à résoudre, mais on est plutôt constitué de messages à écouter. Et je crois aujourd'hui que dans le développement personnel, en tout cas, une des choses qui ne me correspond pas et qui m'a fait aller beaucoup plus loin que ce qui peut être enseigné à beaucoup d'endroits, c'est cette idée qui est transmise qu'on a des problèmes à résoudre. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que dans chaque problème, il y a en fait un message à écouter qui nous guide vers un chemin qui est effectivement peut-être pas celui qu'on attendait d'être, mais un chemin beaucoup plus singulier, qui est une expression unique, de qui on est. Mais pour ça, il faut accepter effectivement de perdre les bénéfices, qui vont avec la voie qui est censée, elle, être celle du succès, quoi. Ouais, enfin, ça me parle tellement ce que tu dis. Enfin, je me reconnais vraiment. C'est aussi un cheminement que j'ai entrepris ou que j'ai dû entreprendre. Et je crois qu'il y a aussi finalement le deuil de ce qu'on pense au-delà du succès qui va nous amener tout simplement de la reconnaissance, la dose Ouais. d'amour, l'acceptation. Et c'est toutes les histoires qu'on se raconte finalement sur ce que le monde attendrait de nous, la famille attendrait de nous, la société attendrait de nous. Et finalement, peut-être que personne d'ailleurs n'a jamais attendu ça de nous et que Mmh. c'est une supposition de Ouais. base quoi, qui est là et qui a conditionné complètement notre vision, notre construction et qui l'a entretenu un temps. Et faire ce deuil-là pour finalement se laisser cueillir par ce qui est et finalement se reconquérir d'une certaine manière, c'est effectivement un chemin que je trouve à la fois humble, courageux et à la fois certainement impérieux. Je te rejoins sur cet aspect de la spiritualité ou du développement personnel qui pourrait être l'effet pansement, le Mmh. déplacement, les compulsions qui continuent à être là et qui se transfèrent d'un côté ou d'un autre parce qu'on ne va pas au fond du fond et qu'on refuse de remettre en cause la racine même. Et, euh, et donc là, il y a ces bascules effectivement qui peuvent opérer parce qu'on on ne peut pas se contourner. Du coup, toi, dans ton cheminement, tu nous as parlé d'un livre déjà. Est-ce que tu as eu des tuteurs, que ce soit des personnes inspirantes dans ton monde, dans ta vie personnelle, ou tout simplement des personnes que tu as pu admirer, dont tu t'es nourri et qui t'ont aidé à construire ce chemin, cette façon aussi de switcher, parce que c'est aussi une acuité particulière et une gymnastique qui se travaille, je suppose. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Le premier qui est pas un coach en développement personnel, qui est pas un speaker, qui est pas un influenceur, mais à qui je dois beaucoup, c'est, un entraîneur que j'ai revu récemment, dont j'avais pas saisi toute la profondeur qu'il avait. Mais, c'est l'entraîneur que j'ai eu, en tennis entre mes 8 ans et mes 14 ans et ce que j'ai pu observer, c'est que
Et d'ailleurs, je pense que probablement qu'inconsciemment, il m'a transmis l'amour du coaching, mais cette personne-là, elle a été un peu comme un père pour moi, sachant que j'ai pas connu mon père et donc forcément un entraîneur devient très proche et elle m'a transmis 3 choses, je pense, dans le coaching. La première chose, c'est à aucun moment elle a essayé de changer mon jeu ou de me faire rentrer dans un jeu stéréotypé dans le tennis. Donc elle a pris mes qualités qui étaient que j'étais pas le plus rapide, j'étais pas le plus explosif, j'étais pas le plus technique. Par contre, j'étais celui qui avait le meilleur œil et alors que tous les autres entraîneurs, essayaient de me faire jouer un jeu stéréotypé du tennis de haut niveau, cette personne a toujours pris en compte qui j'étais, quelles étaient mes forces et comment est-ce qu'on crée un plan stratégique en fonction de qui je suis. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire en moi plus que je croyais en moi. Et la troisième chose, c'est de m'aimer inconditionnellement. Peu importe que je gagne, peu importe que je perds. Et ces 3 choses, je pense que c'est des choses qui ont eu un impact massif bien au-delà de ce que j'ai pu apprendre derrière. Mais voilà, c'est important, je pense, d'être nommé. Et ensuite, dans les personnes qui m'ont influencé, je pense qu'il y a clairement un David Laroche, quand j'avais 22 ans. Ensuite, Tony Robbins et l'idée que je me souviendrai toujours de ce chapitre que je lis dans son livre où il explique que tout est possible et que tout ce qui tout est possible et que absolument toute notre vie est créée dans notre esprit. Et je lis ce chapitre un jour à 18 h et je le finis à 22 h. Et le lendemain, je suis réveillé comme ça par une espèce d'énergie et d'intuition à 4 h du mat. Et je me dis, OK, mais en fait, si tout est possible, j'ai pas besoin de me rendormir, je peux me lever. Et si tout est créé dans mon esprit, je peux me raconter que tout va bien. Et du coup, je me mets à aller courir à 4 h du mat dans Paris. Il fait nuit, il n'y a personne. Et je commence à courir, je cours 5 kilomètres et normalement, au bout de ces 5 kilomètres, je fais demi-tour pour pas faire trop de kilomètres. Et là, à 5 kilomètres, je me dis, en fait, t'es illimité, t'es illimité, t'es illimité. Et je me répète ça dans ma tête. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je sens aucune fatigue. Et je me dis, bah, essayons de voir si je peux aller plus loin. Et ce jour-là, finalement, à la place de faire 10 kilomètres, je me retrouve à faire 23 kilomètres sans fatigue, avec beaucoup moins de fatigue que quand je fais un 10 kilomètres normal. Et ça a été un des éléments, on va dire, marquants pour moi de comprendre l'impact de mes pensées, l'impact de mon esprit. Bon, bien sûr, il y a des limites à ce fonctionnement, mais ça a été quand même un truc qui a changé ma vie. Et ensuite, je dirais que tous les enseignements de John de Martini ont été, sont ce qui m'a le plus influencé dans ma compréhension de l'être humain ces 6 dernières années. Waouh! C'est puissant déjà ce que tu nous partages. Merci pour ça. C'est vraiment des pépites parce que je vois beaucoup dans l'accompagnement depuis plus d'une vingtaine d'années des personnes qui sont aussi dans l'auto-justification de leur schéma et effectivement qui, même si elles peuvent de manière très mentalisée se dire tout est possible, on est créateur, finalement ça reste un discours qui est finalement mental et absolument pas intégré dans le corps et dont ils ne font pas l'expérience et qui est presque comme, en tout cas il me semble, quelque chose qui est ouais, un argument qui est balancé comme pour mieux confirmer derrière, ah mais comme je suis tout puissant ou comme je suis capable de, c'est pas la peine que j'y aille. Et à la fois, c'est peut-être aussi un équilibre qui est difficile à trouver. Tu parlais, c'est Ouais. 23 kilomètres et à la fois, il y a quand même des limites à ce système. Euh, Est-ce que tu aurais des choses à nous partager par rapport à cet équilibre à trouver entre arriver à se dépasser ou à dépasser ce qu'on pensait être nos limites, donc sortir de Mmh. sa zone de confort, arriver à croître, à déployer les potentiels et à la fois à ne pas être sans cesse dans le fait de vouloir à tout prix se dépasser parce que peut-être que là, ça serait pas justesse non plus, ni sagesse, et que ça serait une façon aussi de sortir de l'acceptation de tout ce qu'on est dans tous nos états, y compris ceux du renoncement parfois, ou ceux de ne pas avoir toujours à être à la hauteur de nos capacités. Ouais. Bon, c'est une question, difficile, philosophique et 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 qui peut prendre du temps, mais, je crois fondamentalement que tout est paradoxal et que la maîtrise se trouve toujours dans la voie du milieu. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile, c'est de plus en plus difficile pour moi de
créer des programmes de coaching en autonomie parce que je dirais 2 choses différentes à 2 personnes et si tu prends les conseils que je donne à une personne et si l'autre personne qui est dans l'autre cas écoute ça, c'est le pire conseil qu'elle peut entendre. Et souvent, en plus, on a tendance à être attiré par les conseils dont on n'a plus besoin parce que c'est ce qu'on connaît. Je te donne un exemple. Hem, pour faire je vais tirer un gros trait qui est on a 2 types de personnes. Bien sûr, c'est grossier, mais c'est juste pour donner une image. On a 2 types de personnes. Le premier type de personne qui va être très, performance, je veux me dépasser, je veux obtenir des résultats dans la matière, je suis des routines, je me dépasse, je donne tout et voilà, dans une énergie très masculine, très testostéronée, on y va, quoi. Je veux pas entendre ces trucs de présence, tout ça, parce que la présence, ça a jamais permis d'atteindre aucun objectif, ça permet pas d'être riche, ça permet pas d'être le meilleur, ça permet pas de gagner. Ce type de personne aurait probablement le plus besoin d'apprendre à intégrer un peu de présence dans sa vie, un peu de gratitude pour ce qu'elle a et apprendre à souffler un peu plus. Mais pour autant, ce type de personne, ce qu'elle veut, c'est plus d'outils pour la performance et au moment où son corps commence à lui dire et lui envoyer des signaux sur peut-être il est temps de souffler un peu, elle, ce qu'elle va aller chercher, c'est elle se dit: «Ah, c'est qu'il me manque un outil de performance. Ah, c'est que mon mindset commence à baisser». Alors qu'à ce moment-là, elle aurait sûrement probablement besoin d'apprendre à jouer avec la partie plus féminine, on va dire. Et l'autre type de personne, c'est le type de personne qui veut manifester par la pensée, est sûre qu'on crée tout par la pensée, que si elle n'arrive pas à obtenir quelque chose dans la vie, c'est parce qu'elle n'a pas encore assez de gratitude, elle n'est pas encore dans l'état de réception suffisamment grand. Hem et cette personne, au moment où elle n'atteint pas quelque chose, où elle est frustrée par un des résultats de sa vie, elle va avoir tendance à se mettre encore plus à méditer encore plus longtemps pour manifester encore plus. Alors que peut-être qu'au contraire, elle a besoin d'un peu de plan d'action, elle a besoin d'aller réveiller un peu de masculin en elle, elle a besoin, de rajouter un peu de testostérone, un peu de routine, un peu de système et un peu de tout ça. Et donc, c'est un paradoxe et je pense qu'il y a pas de réponse. Il y a pas de réponse, il y a pas de recette. C'est à chacun de faire son expérience et d'apprendre à naviguer. Je pense que, dans le fond, on a tous un chemin qui est singulier, unique et qu'on est probablement appelé par les bonnes choses au bon moment. Donc, je sais que c'est une réponse de politicien, hem, qui n'apporte pas de grandes solutions, mais je pense qu'apporter une solution à cet endroit-là, ce serait probablement la chose la plus, inadaptée, dans le contexte de la personne qui écoute, puisque probablement que la personne qui écoute se reconnaît dans une des 2 situations et entend le message qu'il y a à entendre, qui passera sûrement mieux que si on lui dit: «Bah, si tu es dans cette situation, tu dois faire ça». Ouais, j'entends vraiment ça, cet aspect d'unicité. Et effectivement, un peu comme Edouard Bach, quand il faisait des préparations de fleurs de bac, il n'avait pas une systématisation en disant bah, tel problème égale ceci. Voilà, c'est ce qui sous-tend chez la personne. Après, ce qui me paraît intéressant, tu disais bah, tout est une question d'équilibre dans la vie. Moi, je me questionne souvent sur l'équilibre. Euh, Est-ce que l'équilibre il doit être concomitant ou est-ce que l'équilibre il n'est pas aussi finalement lissé sur des moments de vie, des moments où on va justement être très fonceur, où on va beaucoup structurer, matérialiser, etc. Et puis des moments où on va peut-être toucher plus à la présence, à une sorte de vacuité. Et puis cet équilibre qui est aussi dans ces déséquilibres qui finalement s'alternent mais s'auto-équilibrent au gré d'un parcours. Donc il y a déjà cet élément que j'avais envie de renvoyer. Et puis le Mmh. deuxième, c'est effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes même qui pourraient aller se dire ah ben tiens si ça ne m'arrive pas c'est que c'est pas pour moi ou que c'est pas fluide. On entend souvent ces contre-arguments de dire finalement c'est la vie qui décide, une Ouais. façon de se désinvestir et de se déresponsabiliser aussi face à quelque chose et où la foi serait finalement le prétexte à un évitement. Euh, et alors même que ces personnes peuvent se réclamer créateurs ou créatrices. Donc, il y a effectivement, au-delà, je crois même, de la notion d'équilibre, peut-être une notion de responsabilité aussi. Je ne sais pas si ça te parle de se dire, OK, je suis peut-être plus à l'aise avec certaines données, j'ai peut-être développé des facultés, parfois basées d'ailleurs sur une dissociation, sur un trauma, mais j'en ai fait une force. Il y a une sorte de résilience dedans en ayant pu développer certaines facultés, certaines prédispositions, des perceptions, etc.
Maintenant, j'ai aussi des points à travailler. Et c'est pas parce que je vais aller travailler ces points que je vais me trahir ou que je vais me perdre ou que je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais au contraire, ça peut être mis au service de ce que je suis qui va pouvoir mieux s'épanouir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te résonner et sur lequel tu rebondirais? Ouais, j'ai 2 choses sur lesquelles je veux rebondir par rapport à ça. La première, c'est bon, c'est difficile d'aller au de donner les nuances, tu vois, dans ma pensée et de toute façon, ça peut être interprété un peu, de toutes les manières. Mais effectivement, je crois pas quand je parle d'un équilibre, je parle plutôt d'un équilibre dans la manière dont on voit le monde, plutôt que d'un équilibre dans la manière dont on organise sa vie. Puisque je ne crois pas fondamentalement à un équilibre de vie, dans ce qui peut nous être transmis. Pour moi, cette notion d'équilibre de vie que tu devrais, travailler, 7 heures par jour, puis passer 3 heures par jour avec ta famille, puis 2 heures à faire du sport, puis, le week-end, tu devrais te reposer. Pour moi, c'est juste la projection d'un système de valeurs dicté par un certain idéal, mais un certain idéal pour un type de personne uniquement. J'ai pas du tout cet équilibre de vie et j'aspire pas du tout à cet équilibre de vie et je me fais chier à mourir dans cet équilibre de vie. Je te donne un exemple qui nous est arrivé hier avec ma chérie, c'est que bon, ma chérie est aussi obsédée que moi, sur ces questions-là et heureusement, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est d'ailleurs pour ça que ça va bien avec elle, parce que c'est la première que j'ai trouvée qui est aussi obsessive que moi. Mais là, on avait pris, 1 jour et demi de vacances, enfin, on était dans un endroit paradisiaque, voilà, enfin, paradisiaque. On a fait du sport pendant 2 jours, enfin, pendant 1 jour et demi, et passé du temps à manger dans de bons restos et faire des balades et on a adoré ce truc 1 jour et demi et ce truc-là, on le fait à peu près 1 fois tous les 3 mois, tu vois? Et en fait, hier soir, on est rentrés hier à 14:00, hier dimanche à 14:00 de notre week-end et on n'avait qu'une hâte tous les 2, c'était d'ouvrir notre ordi et d'aller travailler, quoi. Et à à 17:00, on s'est regardés en se disant: «Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de bosser» et ce truc de en fait, 1 jour et demi, plus d'1 jour et demi de vacances sur 3 mois, c'est une angoisse pour nous. Hem et donc, c'est juste pour illustrer ce truc effectivement que je crois pas à l'équilibre de vie. Par contre, je crois à une vie qu'on a consciemment choisie, dans lequel on fait ce qu'on aime et pour moi, faire ce que j'aime, c'est travailler sur mes projets, c'est avancer sur mes projets, c'est faire du sport et c'est passer du temps en famille. Mais quand je dis passer du temps en famille, j'ai une jauge qui est vite remplie, on va dire. Et par contre, les autres se remplissent, beaucoup moins vite et la meilleure métaphore que j'ai pour expliquer ça, c'est, la métaphore de l'éponge. Juste avant d'expliquer la métaphore de l'éponge, il faut que j'introduise un concept qui est un concept de John Demartini, qui est l'idée du système de valeurs, mais pas un système de valeurs dicté par des valeurs morales du type, honnêteté, authenticité, toutes ces choses-là, mais plutôt un système de valeurs de: «Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Quelles sont les activités qui ont vraiment de la valeur dans ma vie?» Et John Demartini explique qu'on a tous un système de valeurs qui va de ce qui est le plus important pour nous à ce qui est le moins important pour nous. Au plus ce qu'on vit actuellement est dans nos valeurs les plus hautes, au plus toutes nos fonctions sont améliorées, psychologiques, physiologiques, mentales. On active le cortex préfrontal et on a accès à tous nos super pouvoirs. Au plus on a une vie qui est organisée autour de valeurs basses, au plus est-ce qu'on fonctionne comme un animal qui veut de la gratification immédiate, qui se sent vide et qui veut juste du plaisir. Et le la métaphore de l'éponge, c'est l'idée qu'on peut imaginer notre système de valeurs comme différentes, strates sur lesquelles à chaque strate, il y a une éponge. Donc si on imagine un entonnoir avec, heu, une première éponge en haut qui correspond à notre première valeur, puis une deuxième éponge juste en dessous qui correspond à notre deuxième valeur et une infinité d'éponges comme ça. Si on verse de l'eau dans cet entonnoir qui représente les ressources qu'on a dans notre vie, donc temps, énergie, argent, pensée, effort, en fait, si on verse des ressources dans cet entonnoir,
la majorité du liquide, si on a un entonnoir avec différentes éponges, va être absorbée par la première valeur, par la première éponge. Et ensuite, il en restera peut-être qu'un petit peu pour la deuxième éponge, puis qu'un petit peu pour la troisième éponge, puis encore moins pour la quatrième, puis pour la cinquième éponge. Et l'idée derrière tout ça, c'est non pas d'avoir une vie qui est équilibrée, mais avoir une vie dans laquelle on organise notre vie autour de ce qui est le plus important pour nous et de nos valeurs les plus hautes. Et chaque personne va avoir un système de valeurs qui est unique, singulier, et qui est fonction de ce qu'il a perçu comme le plus manquant dans sa vie et de ce qu'il perçoit aujourd'hui comme le plus manquant et comme le plus important dans sa vie. Et pour revenir à cette idée, toujours en restant en lien avec ça, pour revenir à cette idée justement de oui, mais de toute façon, c'est la vie qui décide ou pas, que tu abordais un peu plus tôt. Moi, je crois que sur cette notion de est-ce que c'est la vie qui décide ou est-ce que j'ai un libre arbitre, c'est la réponse que je vais donner me plaît pas beaucoup à mon ego, mais c'est celle à laquelle je crois le plus. C'est l'idée que quoi que tu fasses, tu n'as pas de libre arbitre. Par contre, on va dire que tu as le choix sur le type de non libre arbitre auquel tu accèdes. Je m'explique. Si tu vis une vie dans tes valeurs basses, parce que tu te compares aux autres et tu essaies de vivre une vie qui correspond à l'injection des valeurs des autres dans ta vie, tu vas expérimenter différents symptômes qui vont t'amener petit à petit à revenir dans ton axe et à vivre une vie en fonction de tes valeurs les plus hautes à toi, les plus intrinsèques à toi. Donc, tu n'as pas de libre arbitre puisque tu vas expérimenter symptômes psychologiques, manque de motivation, manque d'énergie, fatigue, éventuellement maladie, jusqu'à ce que tu reviennes sur ton axe à toi. Et si tu es sur ton axe à toi, tu n'as pas non plus de libre arbitre, puisque, entre guillemets, tu vas juste répondre au destin divin qui est déjà écrit. Donc, je pense effectivement qu'on a moins de libre arbitre que ce qu'on aimerait écrire, que ce qu'on aimerait croire, mais on a le choix du type de non-libre arbitre qu'on a. Est-ce que du coup, je n'ai pas de libre arbitre parce que je vis une vie complètement alignée avec moi et je m'abandonne, entre guillemets, à la magie et ce que veut mon âme? Ou est-ce que je n'ai pas de libre arbitre parce que j'expérimente frustration, douleur, symptômes pour me forcer à revenir sur mon dessein divin? Ouais, ça me parle tellement. Je dis souvent que l'ultime libre arbitre, c'est finalement de dire oui à ce qui est finalement et de cesser de Ouais, vouloir lutter contre ou le combattre et ouais, finalement de s'abandonner à ce qui nous traverse finalement. Mais effectivement, ça revient à une forme de non libre arbitre, ouais. mais accepté, voulu, choisi et qui peut-être rend la chose moins souffrante, moins douloureuse parce qu'on a l'impression d'y contribuer tout simplement. Et cette notion-là, elle me paraît importante et du coup, ça nous fait traverser aussi la question de la puissance et la question de l'impuissance. Mais en même temps, je crois, je sais pas ce que tu en penses, mais que moi, je minorerais un peu dans mon référentiel et dans ma façon de voir, même si je suis d'accord avec toi sur les grandes lignes, je dirais que finalement, quoi qu'on fasse, c'est pas tant les actes et les choix qu'on va faire, les directions qu'on va prendre, mais c'est à partir de quel espace de soi. Et donc, du coup, pour reprendre cette notion de l'alignement et de l'axe, finalement, là où on n'a pas le choix, et là où la vie va nous ramener, comme tu le disais si bien, c'est à notre alignement, à notre tonalité, mais à partir de là, quels que soient les chemins qu'on décide d'emprunter en étant soi et en étant souverain dans cette donnée-là et en s'abandonnant à cette part divine, c'est peut-être pas un chemin tracé, mais c'est une façon de l'exprimer, c'est une façon de l'incarner avec notre note singulière, avec notre touche unique. Et donc c'est à ça qu'on peut pas échapper, c'est à ça que la vie nous ramène sans cesse. Mais après, je crois qu'on a quand même une aire de jeu incroyable où on peut finalement investiguer plein de voies différentes, mais toujours sans pouvoir se fuir soi-même. Du coup, par rapport à ça, tu parlais aussi donc des valeurs. Euh, Moi, ça m'interroge sur la notion de sens. Quel Ouais. sens on donne? Et c'est vrai que c'est très différent, tu le distinguais, des valeurs morales, des valeurs sociétales, qui peuvent nous être inculquées et qu'on peut, fort volontiers valider pour, se sentir dans la norme, pour faire partie du collectif et cetera.
le sens qui peut parfois peut permettre aussi peut-être de relier à la fois l'individuel et à la fois quelque chose qui nous dépasse et qui peut nous faire connecter des potentiels, des ressources qu'on n'avait peut-être pas réussi à mobiliser pour soi-même, mais quelque chose qui fait sens nous permet de le connecter et de déplacer des montagnes. Euh, Est-ce que autour de cela, tu aurais quelque chose à nous livrer, peut-être quelque chose qui est aussi issu de ton expérience et du sens que à aujourd'hui tu as pu donner à ta propre existence? Ouais. Euh, Ou que tu as voulu y donner d'ailleurs, parce que parfois il y a le ouais, sens qu'on donne et puis le sens qu'on veut y donner. ouais. Hmm. Euh, bon, la question est large. Euh, la question est large. Euh, je pourrais partir dans tous les sens, c'est pour ça que je prends le temps d'organiser ce que j'ai à dire. Euh, Moi, je crois que il y a deux types de sens. Euh, il y a un sens qui est intrinsèque, c'est-à-dire il y a des choses qui ont naturellement du sens et on va se sentir inspiré, euh, inspiré par ça à le faire, on va se sentir enthousiaste, on va se sentir présent lorsqu'on le fait. Euh, et c'est les choses qui ont intrinsèquement du sens pour nous. Et en général, ces choses qui ont intrinsèquement du sens pour nous, c'est tout simplement les choses qui correspondent et dans lesquelles on perçoit en quoi ça nous aide dans notre système de valeurs, euh, en quoi ça nous aide à remplir notre système de valeurs. Maintenant, je crois que maîtriser sa vie, et faire de notre vie un chef-d'œuvre, c'est un 50-50. Dans le sens où c'est 50% du temps faire des choses qui ont du sens, et du coup, 50% de notre responsabilité, c'est d'organiser notre vie et d'avoir le courage d'organiser notre vie autour de ce qui a le plus de sens pour nous. Et c'est aussi 50% du temps arriver à trouver du sens dans ce qu'on perçoit qui n'en a pas. Euh, J'aime cette idée qui dit que pour créer la vie qu'on aime, il faut commencer par aimer la vie qu'on a créée. Autrement dit, tu peux te dire oui, moi je veux juste faire ce que j'aime, mais c'est un fantasme, ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours des moments où bah, tu as des choses à faire qui ne sont pas agréables. Et le maître, pour moi, c'est celui qui est capable de trouver du sens dans ces choses-là. Et celui qui est capable de trouver autant de sens et d'amour dans la difficulté que dans la facilité. Et d'ailleurs, je pense que c'est une nuance qui aujourd'hui me paraît évidente, mais qui n'est pas présente dans tous les messages, c'est confondre le sens et le plaisir. Euh, Paradoxalement, ce qui nous donne le plus de sens, c'est des choses qui sont difficiles. La facilité donne peu de sens, elle donne du plaisir. Et c'est un truc là que j'ai recapté dans ma vie depuis mai. Et depuis mai, ouais, j'ai retrouvé un autre niveau encore de vitalité grâce à un podcast que j'ai écouté en mai. J'étais dans l'avion et j'écoute ce podcast un peu sans attente. Voilà. Sans attente, je tombe sur une interview d'un mec qui s'appelle Rich Roll. Et Rich Roll, c'est un mec qui, jusqu'à ses 30, 39 ans, était avocat. Il n'aimait pas vraiment sa vie, il était alcoolique, il a fait plusieurs cures de désintox. Euh, voilà, beaucoup de difficultés avec l'alcool, en mauvaise santé, une vie professionnelle qui ne l'inspire pas. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis, à 39 ans, un jour, il décide, il se sent appelé à faire une cure de jus. Et il fait une cure de jus pendant 7 jours. Et puis, en fait, au bout de 4 jours, il se rend compte, waouh, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. J'ai plus d'énergie, je me sens mieux, ça va mieux. Et ce qui se passe, c'est qu'il se dit, bon, bah, tiens, si j'essayais d'aller courir. Et il était en surpoids, il n'avait pas fait de sport depuis 20 ans. Et il va courir. Il se dit, waouh, en fait, j'ai retrouvé une autre énergie, tout ça. Et le lendemain, il va courir un peu plus. Et en fait, à la fin de sa cure de jus, il se rend compte, waouh, en fait, je peux courir davantage. Et il s'inscrit à une première course. Et en fait, 3 ans plus tard,
il a arrêté sa carrière d'avocat et il est devenu champion du monde d'ultra run. Donc, il fait des 100 km et il est champion du monde. Et quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, waouh, ça m'inspire tellement. Et je me suis dit, en fait, je veux à 50 ans être en meilleure santé que je ne le suis à 30 ans. Et derrière, il développe l'idée que le plus gros problème de notre société actuelle, c'est cette recherche de confort et cette addiction au confort. Et au moment où j'écoute ça, je me dis, waouh, en fait, c'est vrai que ma quête de ces 7 dernières années, ça a été d'acquérir du confort en gagnant de l'argent, en devenant riche, en prenant une femme de ménage, bref, vraiment acquérir de plus en plus de confort. Et est-ce que acquérir du confort m'a rendu heureux? Bah, franchement, pas vraiment. Ça m'a enlevé des contraintes, mais je crois pas que ça m'ait vraiment rendu heureux. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, je veux me redonner des objectifs». Et je me suis redonné des objectifs sur le plan, physique. Enfin, j'avais encore des objectifs professionnels à plein d'endroits, mais plus du tout sur le plan physique et santé. Et je me suis, redonné un objectif, physique, donc je me suis inscrit à un premier 20 kilomètres et puis après je me suis inscrit à, un trail sur 45 kilomètres avec 3 kilomètres de dénivelé et je me suis donné l'objectif d'ici 3 ans de faire l'UTMB qui est une course, assez phare pour les, ultra runners puisque c'est 180 kilomètres avec 10 kilomètres de dénivelé en une course. Donc c'est une épreuve, assez sympa, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que je me réentraîne là-dessus, beaucoup de ma vie s'est réorganisée, dans le sens où d'un coup, je refais attention à mon sommeil, je refais attention à mon alimentation, je refais attention à mon taux de glucose. Tu vois, j'ai un tracker de de glucose. Je refais attention à plein de choses et je vois à quel point me pousser tous les jours dans le sport me redonne un autre sentiment, un autre niveau de vivance. Ça se dit pas, mais de sentiment d'être vivant, tu vois? Hem et et ça, c'est vraiment ma leçon, tu vois, de cette année. C'est à quel point, hem, la reche l'intégration d'une recherche d'inconfort dans ta vie en lien avec quelque chose qui a du sens pour toi, change ta vie, tu vois? Et ce qui change ta vie et te permet d'accéder à d'autres niveaux de vivance. C'est un mot qu'on qu'on va officialiser. Et tu vois? Et je sens que c'est un truc qui me dépasse ce truc-là. Je sais pas pourquoi, mais l'année dernière, je me suis retrouvé en week-end à Annecy, le week-end du marathon d'Annecy et je vois les gens à l'arrivée du marathon d'Annecy, de tout niveau et tout et je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps sans savoir expliquer pourquoi. Et depuis, j'ai mis de la conscience là-dessus et je peux pas tout à l'heure encore, je voyais une fille qui finissait un 20 kilomètres. Je peux pas ne pas fondre en larmes quand je vois quelqu'un arriver au bout d'un effort physique et arriver au bout d'un effort physique. Ça me transcende et je me suis dit: «Bah, je veux pas juste être spectateur de ça. Je veux aussi être acteur de ça» puisque, une des choses que j'ai appris avec le docteur John Demartini, c'est justement de ne jamais laisser ne jamais laisser de côté un moment où tu as des larmes d'inspiration, puisque ces larmes d'inspiration sont le signal de ton âme pour te dire ce qui te touche vraiment et ce que tu as envie de faire de ta vie au-delà de ton ego, de ce que tu as appris qui était bien. Merci, ouais, c'est une leçon, tellement phare et à la fois, bon, tout le monde va pas aller courir, Non, bien des sûr. mais en tout cas, derrière, il y a effectivement, se bouger et se rendre compte qu'effectivement, alors il y a peut-être parfois la sécurité et puis qui tourne ensuite au confort et on s'endort, les pics de dopamine et puis versus le plaisir différé à plus long Ouais, terme, mais qui est beaucoup plus honorant effectivement et qui demande, de la discipline, qui demande de l'engagement et c'est le sens qui va faire qu'on reste en place alors que souvent on peut se dire: «Ah ben oui, mais moi je sais pas je sais pas me projeter, je vis dans le moment présent», donc on peut avoir plein de stratégies aussi d'évitement pour éviter d'y aller, mais effectivement, quand ça fait réellement sens, quand ça mmh, convoque quelque chose de suffisamment existentiel, fondamental, essentiel, auquel l'émotion se relie et qui est, comme tu le disais, cette touche d'inspiration-là, ça fait la différence et même si ça nous coûte, parce que ça coûte toujours, hein,
Ouais. C'est un choix, mais on arrive à se mobiliser. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup la première partie de ma vie sur cet espace de c'est bon, cool, liberté, on s'en fout, plaisir immédiat. Et puis, bah, tu le sais, ça fait une paire d'années que je me suis hyper structuré, alimentation, sport, etc. Et, et c'est vrai que ça m'apporte énormément. Et en termes de mindset, parfois on se dit, ah ben il va au sport pour le physique, etc. Bien sûr qu'il y a un aspect de travailler son corps, etc., de comprendre aussi comment il fonctionne à l'intérieur. Mais en même temps, ça m'a tellement appris sur moi. Je crois que ça m'a appris autant, voire plus que 40 ans de spiritualité, de développement personnel. Tellement, quand on croit être arrivé à la limite de quelque chose et que tout d'un coup on se rend compte qu'on en a encore sous le pied et qu'on peut aller beaucoup plus Mmh. loin et qu'on comprend à un moment donné quelle était la croyance limitante qui se logeait là et qui faisait que, et dans l'expérimentation et pas juste dans l'étude ou dans la réflexion pour laquelle ben, mon esprit était particulièrement entraîné. Donc en fait, c'est assez retors comme données. Et effectivement, dans la vivance, dans le fait d'expérimenter, de plus étudier et d'être au rendez-vous avec la vie. Ouais. Merci vraiment pour ça. Et donc, ben, je pense que ça va énormément parler aux auditeurs qui parfois se demandent comment faire. Ben, parfois en acceptant du coup de pas forcément savoir comment, mais de marcher le chemin et puis de s'engager, d'y aller et de se challenger avec des objectifs, comme tu le disais, qui sont progressifs. T'as pas commencé par t'inscrire directement à l'ultra course, mais voilà, en marchant le chemin et en restant engagé, mobilisé jusqu'au bout. Ouais. On te retrouve, pardon, t'allais peut-être dire quelque chose. Non, ouais, ouais, si je dois rajouter un truc par rapport à ça, c'est vraiment aussi que, hem, c'est aussi à chacun de trouver ce qui l'inspire. Par exemple, toi, aller à la salle, aller à la muscu, ce type d'inconfort te parle. Moi, la muscu, c'est une souffrance, hein. Pas que je suis nul, hein, mais je me fais chier à mourir, tu vois? Hem, je me fais vraiment chier à mourir. Je suis Il faut vraiment que j'ai un bon podcast pour faire une séance, à fond et tout. Alors que dans la course, je vais trouver quelque chose de ouais, il y a quelque chose qui me touche dans le dépassement dans la course, alors que je peux respecter quelqu'un qui prend soin de son corps, qui va à la muscu, qui va à la salle et tout, mais j'ai jamais eu des larmes de gratitude pour ou des larmes d'inspiration pour quelqu'un qui va à la salle. J'ai du respect parce que je connais l'effort, mais j'ai jamais été touché. Alors que dans dans la course, j'ai ces larmes d'inspiration et je pense que pour moi, ça a été vraiment un des outils, et ça l'est encore, c'est vraiment un des outils les plus forts que j'ai dans ma vie pour me diriger. C'est qu'est-ce qui me met des larmes de gratitude, d'inspiration et j'ai une bibliothèque je pense, je dois avoir peut-être un peu plus de 1000 moments collectés maintenant, de choses qui me mettent des larmes de gratitude et en fait, quand des fois tu te dis: «Bah, je sais pas trop quoi faire de ma vie». Sauf que quand tu commences à collecter ça comme un chercheur, tu te rends compte peut-être au bout d'1 mois, 1 an, 10 ans, quand tu regardes en arrière, tu vois tous ces trucs-là et tu comprends qu'est-ce qui venait te dire à chaque fois ce que tu as peut-être pas réussi à voir sur le moment. Donc c'est vraiment un conseil que j'ai pour les gens, c'est cette idée d'avoir une bibliothèque de moments qui t'ont profondément touché et si tu les examines avec conscience, tu te rendras probablement compte qu'il y a un fil conducteur et il y a un thème commun dans tous ces moments et ils veulent probablement dire quelque chose par rapport à ton chemin singulier et souvent on voit passer ces moments et on se dit, «Ah OK, c'est intéressant» puis en fait, on se rend compte que un an plus tard, on les a oubliés, mais si on les a collectés, derrière tu regardes ça et tu dis: «Ah OK, en fait tout ça fait sens» et au moment où tu perds peut-être un peu l'inspiration, il suffit de te reconnecter à cette bibliothèque, de relire cette bibliothèque pour te rappeler tout ce qui avait du sens là-dedans. Ouais, tellement. Et du coup, moi, ce que ça m'inspire, enfin voilà, je souscris complètement à tout ce que tu viens d'évoquer. Ça me parle beaucoup. Enfin, je me sens totalement en résonance. Et du coup, je crois que c'est peut-être la conclusion de tout ça, c'est aussi finalement d'accepter de se laisser toucher. Parce que quand on se laisse toucher, Mmh, les choses nous guident avec évidence. Alors parfois, il faut mmh, effectivement y poser la conscience et voir tout ce qui s'y joue, qu'est-ce que ça veut dire derrière, etc. Mais finalement, peut-être qu'on s'est tellement blindé dans ces constructions dont on parlait au mmh, début, pour boucler la boucle, on a tellement essayé de se départir de la souffrance qu'on s'est départi aussi
parfois de notre capacité à connecter la grâce, à Mmh. connecter la gratitude, à connecter l'espace d'amour, d'équanimité, de complétude. Et c'est finalement peut-être tout simplement se relâcher, se réouvrir et accepter le risque de souffrir pour Mmh. pouvoir aussi connecter l'élan de vie tout simplement et qui sait nous mener, qui sait nous traverser, qui sait nous amener au rendez-vous avec nous-mêmes et avec la vie elle-même. Ça te Yes. parle? Ouais. On a la chance de t'accueillir dans le cadre de la journée Métamorphose le 25 novembre à Toulouse. Vous tous qui êtes en train d'écouter ce podcast ou de le regarder sur YouTube, si vous avez l'appel, vous pourrez donc rencontrer Julien et puis qui vous réserve des surprises et qui, en fonction de ce qui est là, peut-être même dans l'interaction, continuera avec cette sagacité, avec cette excellence, parce que je trouve que c'est toujours du haut vol, c'est de la haute couture. Moi, je vais confier quelque chose avant qu'on se quitte. Moi, j'ai passé 20 ans et c'est un bon ego spirituel, 20 ans à inspirer des personnes, mais sans jamais me laisser vraiment inspirer, en fonctionnant seul, en avançant dans ma bulle, soi-disant pour pas me laisser influencer, pour rester dans ce que je ressentais, etc. Et la première personne euh, pour qui ça a fait sens de me faire accompagner, bah, c'est Julien. Et parce que je crois que au-delà de tout le reste que j'ai pressenti, mais senti et découvert après, c'est la sagacité d'abord qui m'a qui m'a profondément percuté parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui vont en profondeur, mais peu de gens qui, au-delà de l'expertise, ont cette touche de génie, qui vont très loin, vous l'avez vu, dans la compréhension, dans l'analyse, et en osant sortir des sentiers battus, en n'étant pas en train de toujours resservir les mêmes théories, mais en phosphorant par soi-même, en s'affranchissant aussi des codes. Et moi, j'ai trouvé ça voilà, profondément inspirant pour le coup. Donc, Julien m'a permis de m'abandonner à recevoir aussi d'une certaine manière je lui en suis profondément reconnaissant. Je le souhaite à tout le monde parce qu'il m'a ouvert des portes dès la première séance avec la première chose qui m'a renvoyé a posteriori et voilà, qui m'a renvoyé comme une crêpe et c'était super. Et je me suis dit, waouh, je sais que je suis au bon endroit. Et je vous souhaite voilà, de vous nourrir de ce qu'il a à offrir et puis voilà, de vous ouvrir au-delà à vous laisser inspirer. Et si vous en avez l'appel, à venir le rencontrer à la journée Métamorphose ou ailleurs. Si tu avais un message à délivrer, on mettra bien sûr tes réseaux sociaux, etc., où te trouver. Si tu avais un dernier message à délivrer aux auditeurs, comme ça, à brûle pour point, c'est à toi. Le mot de la fin. Non, juste le bon, déjà merci pour le témoignage et j'ai hâte de j'ai hâte d'être à Toulouse puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait une conférence en présentiel et ça me manque et tu me donnes cette opportunité donc ce que Gilles me demandait au début, c'était, «Est-ce que tu es clair sur le message que tu vas venir délivrer à Toulouse?» et la réponse est non, pour une raison, c'est que je sais délivrer des trucs que en lien avec ce qui est vivant pour moi au moment où je le délivre et aujourd'hui, on est le 9 octobre, au moment où on enregistre ça et la journée à Toulouse est dans un mois et demi. Donc je sais pas encore ce que j'aurais envie de partager, mais je sais que je suis enthousiaste à l'idée de venir et j'ai hâte de pouvoir vous voir ou en tout cas pouvoir partager avec vous ce que la vie m'a réservé dans ce mois et demi, entre ce moment et Toulouse, avec vous à Toulouse, quoi. Voilà. Merci Julien. On a hâte aussi. Moi, j'ai hâte personnellement, hâte de vous rencontrer tous, hâte de rencontrer physiquement aussi. Et puis, de la même manière, de se laisser traverser par ce flot dans la communion et dans le présent. Merci infiniment. Euh, et puis, merci à toutes, merci à tous de votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.